Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui est vraiment à la base de tout. Pourquoi est-ce qu'on échange? Que ce soit pour acheter un simple café le matin ou pour le commerce entre de grands pays, l'échange est absolument partout dans notre économie. Mais au fond, pourquoi est-ce si important? Pour bien comprendre, partons d'une question toute simple, presque une devinette. Pourquoi un boulanger, qui passe ses journées à faire du pain, ne fabrique-t-il pas aussi ses propres chaussures? La réponse semble évidente, mais vous allez voir, elle cache un principe économique d'une puissance folle. La réponse la plus simple, c'est ça. Chacun son métier. Le boulanger fait du pain, le cordonnier fait des chaussures. C'est le début, ce qu'on appelle la spécialisation. Et c'est vraiment la première clé pour comprendre comment l'échange crée de la richesse. Mais pour vraiment saisir le truc, il faut creuser un tout petit peu plus. Parce que, en réalité, essayer de tout faire soi-même, c'est pas une si bonne idée que ça. Ça pose même un vrai problème. Et pour bien le cerner, on a besoin d'introduire un concept absolument essentiel en économie. Et ce fameux concept, c'est le coût d'opportunité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. Chaque fois qu'on choisit de faire quelque chose, on choisit en même temps de ne pas faire autre chose. Le coût d'opportunité, c'est la valeur de ce à quoi on renonce. C'est en quelque sorte le coût caché de chacune de nos décisions. Prenons un exemple bien concret pour que ce soit plus clair. Voici Clara. Elle a un portail à repeindre et deux options. Option A, elle le peint elle-même. Ça va lui prendre 20 heures de son temps, mais au moins elle économise les 455 € du peintre. C'est pas mal, non? Sauf que, pendant ces mêmes 20 heures, elle aurait pu donner des cours de peinture, son vrai métier, et gagner 600 €. Donc en peignant son portail, elle renonce à ces 600 €. C'est ça son coût d'opportunité. Maintenant, regardons l'option B. Elle se concentre sur ses cours, elle gagne ses 600 €, et avec cet argent, elle paye un pro, 455 € pour faire le boulot. Et voilà le calcul final. En choisissant de se spécialiser dans ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire donner des cours, et en échangeant son argent contre le service du peintre, elle se retrouve avec un gain net de 145 €. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a plus d'argent à la fin, juste en ayant fait le bon choix stratégique. La leçon ici, elle est limpide. Chaque choix implique un renoncement. La décision la plus intelligente, c'est toujours celle qui minimise ce à quoi on renonce, autrement dit, celle qui a le coût d'opportunité le plus faible. C'est exactement ce principe qui nous pousse tous, des individus jusqu'au pays entier, à nous spécialiser. Et ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, le pouvoir de la spécialisation. C'est la solution, en fait, la solution naturelle au problème du coût d'opportunité. Ce qui est vrai pour Clara, c'est aussi vrai à l'échelle des nations. Regardons un peu ce tableau, c'est un grand classique. Pour produire du vin, le Portugal met 80 heures. L'Angleterre, elle met 120 heures. Clairement, le Portugal a un avantage. Mais pour le drap, c'est l'inverse. Il faut 90 heures à l'Angleterre contre 100 pour le Portugal. Là, l'avantage est anglais. Alors, la conclusion logique, c'est que chaque pays a tout intérêt à se concentrer là où il est le meilleur, là où il est le plus productif. Le Portugal se met à fond sur le vin et l'Angleterre se concentre sur les draps. Et ensuite, ils échangent. Le résultat est magique. Au final, il y a plus de vin et plus de draps disponibles pour tout le monde que s'ils avaient essayé de tout faire chacun de leur côté. C'est ça, le fameux gain à l'échange. Bon, d'accord, la spécialisation, c'est génial. Le boulanger fait son pain, le cordonnier ses chaussures, tout le monde est plus productif. Mais un nouveau problème se pose. Très concrètement, comment on fait pour échanger tout ça? Le souci avec le troc, c'est-à-dire l'échange direct d'un bien contre un autre, il est parfaitement résumé dans cette phrase. Pour que ça marche, il faut ce qu'on appelle une double coïncidence des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois vouloir ce que l'autre a et que cette autre personne doit vouloir ce que j'ai, et ce, exactement au même moment. Imaginons notre boulanger. Il arrive chez le cordonnier avec son pain tout chaud et lui propose un échange contre une paire de chaussures. Problème, le cordonnier, lui, il a déjà fait le plein de pain pour la semaine, il n'en a pas besoin. Et paf, l'échange est bloqué. La spécialisation a créé une richesse potentielle, mais le système du troc nous empêche d'en profiter pleinement. Alors, comment on fait pour surmonter cet obstacle? Cet obstacle qui a l'air de pouvoir paralyser toute l'économie. Comment permettre à tous ces gens spécialisés d'échanger leurs produits et leurs services sans prise de tête? La réponse, c'est une invention qui a littéralement changé la face du monde, la monnaie. C'est elle, la solution qui va tout débloquer. En fait, la monnaie, elle a 3 super pouvoirs. D'abord, et c'est le plus important, elle sert d'intermédiaire dans les échanges. Le boulanger ne cherche plus quelqu'un qui veut du pain. Il vend son pain contre de la monnaie. Et avec cette monnaie, il peut acheter des chaussures. Fini le problème de la double coïncidence. Ensuite, elle sert d'unité de compte. Ça permet de donner une valeur à tout et de comparer une baguette avec une paire de chaussures. Et enfin, c'est une réserve de valeur. On peut la mettre de côté pour acheter des choses plus tard. Et c'est grâce à cette monnaie que tous ces échanges peuvent maintenant se faire à très grande échelle. Ça donne naissance à ce qu'on appelle le circuit économique. Regardons une version très simple de ce circuit. C'est un peu comme un cycle qui ne s'arrête jamais. D'un côté, il y a le flux réel,
Les gens, les ménages, fournissent leur travail aux entreprises. En échange, les entreprises produisent des biens et des services que ces mêmes ménages vont acheter. Mais pour que ça fonctionne, il faut un deuxième flux, le flux monétaire, qui circule dans le sens inverse. Les entreprises payent des salaires aux gens, et les gens utilisent cet argent pour payer les produits des entreprises. La monnaie, c'est vraiment l'huile dans les rouages du moteur économique. Et aujourd'hui, cette monnaie, elle ressemble à quoi? Ce graphique est assez fou. L'argent qu'on peut toucher, vous savez, les pièces et les billets, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, ça ne représente que 10% de tout l'argent qui existe. L'immense majorité, 90%, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de l'argent qui n'existe que sous forme de lignes d'écriture sur des comptes en banque, de l'argent purement numérique en fait. Donc on est passé du troc à la monnaie, puis de la monnaie physique à la monnaie presque entièrement numérique, tout ça en devenant de plus en plus spécialisé à l'échelle mondiale. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Quelle sera la prochaine étape? Maintenant que nos échanges sont mondiaux, instantanés, comment notre manière d'échanger de la valeur va-t-elle encore évoluer? C'est une question passionnante. Et pour l'instant, elle reste ouverte. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.